L'enregistrement a commencé. C'est parti. C'est tout. C'est tout. Bonjour à tous. Je vais attendre 2-3 minutes peut-être pour que les gens puissent encore se connecter. Je vais déjà vous souhaiter bienvenue à ce nouveau webinaire autour de l'usage de l'intelligence artificielle pour différentes industries. Donc, je suis Philippe Viexorek, je dirige l'équipe innovation de Minalogic et j'ai une spécificité, une petite teinte intelligence artificielle au sein du pôle Minalogic. Donc, on est sur une série d'événements webinaires autour de l'IA. Donc, les sessions précédentes, on a plutôt un petit peu expliqué la technologie autour de l'IA. Et là, on est en train de parcourir l'usage de l'intelligence artificielle dans certaines industries. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Roby Dubus, qui dirige Textilia, qui est une entreprise, enfin, il vous en parlera bien mieux que moi, une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle dans l'industrie textile. Donc, on va voir comment. N'hésitez pas à poser, on est parti pour une petite demi-heure de présentation de Roby. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet prévu à cet effet et on prendra les questions à l'issue de la présentation de Roby. Roby, je te passe la parole. Ok, super, merci. Je vais partager mon écran. Tout l'écran. Hop. Dites-moi si c'est OK. Oui, c'est bon. OK, parfait. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je vous propose de vous présenter rapidement donc Textile IA, donc qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait avec de l'intelligence artificielle, pourquoi on a été créé. Et je vais vous détailler un petit peu les quelques solutions qu'on a déjà développées chez nous et vous expliquer un petit peu l'intérêt de l'intelligence artificielle dans chacune de ces solutions. Alors, tout d'abord, Textilia. Donc, qui sommes-nous? Donc, Textilia, c'est une entreprise qui a été créée par l'association Première Vision. L'association Première Vision, c'est une association qui va regrouper plusieurs organisations professionnelles du textile français. Et le but pour cette association d'avoir créé Textilia, c'était vraiment de pouvoir mettre en commun des moyens, développer des solutions digitales qui vont être innovantes en s'inspirant des nouvelles technologies et qui vont permettre aux entreprises de la filière textile française de pouvoir répondre à certaines de leurs problématiques grâce à ces nouvelles technologies. Textilia, ça a été créé donc en 2020. Mais le projet date d'un peu plus longtemps au sein de l'association. Le début du projet, on va dire que c'était 2017, lors d'un atelier innovation où nos prestataires en intelligence artificielle nous ont prouvé la pertinence de l'intelligence artificielle pour répondre à certaines problématiques, pour faire de la reconnaissance visuelle, des choses comme ça. Et nous, on y a vu un intérêt pour la filière textile. Donc, c'est pour ça que Textilia est né. Donc, on s'inspire des nouvelles technologies, l'IA, également la blockchain. On développe des solutions digitales et on va les déployer ensuite chez des entreprises textiles qui seront nos clientes. Textilia, c'est financé à 50% par la BPI. Donc, on est un projet filière, c'est-à-dire que notre but à nous, c'est d'accompagner le développement d'une filière, en l'occurrence la filière textile. Donc, on est financé à 50% par la BPI dans le cadre d'un pays à 3 filières et à 50% par l'association Première Vision. L'intelligence artificielle. Alors, pourquoi on est parti sur des solutions à base d'intelligence artificielle? Alors, il faut savoir que les entreprises de la filière textile, c'est majoritairement des PME et des TPE, des entreprises qui sont souvent très artisanales, qui peuvent être également très anciennes, et qui vont être pour le moment, pour la majorité, peu digitalisées.
Elles vont quand même, certaines vont ne pas avoir de RP même dans leur société. Certaines vont pas avoir de moyens d'échange autres que le mail pour communiquer avec leurs clients, par exemple. Donc, nous, il a fallu vraiment qu'on se dise, OK, on va travailler avec de la technologie pour aider les entreprises qui ne sont pas encore forcément très numérisées, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire elles-mêmes non plus. Et finalement, l'intelligence artificielle, nous, ça nous permet de faciliter l'accès au digital pour ces entreprises. Alors, quand je dis l'accès au digital, ça peut être pour plusieurs choses. Premièrement, bien qu'il y ait des coûts d'investissement pour développer des technologies à base d'IA, lors de l'utilisation et du déploiement chez une société, le fait d'utiliser de l'IA, nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps. On verra après. Et ce temps qu'on gagne, finalement, c'est du temps qu'on ne facturera pas aux entreprises textiles. Et donc, ça leur coûtera moins cher de travailler avec un produit à base d'IA que si on leur proposait les solutions que je vais vous présenter sans intelligence artificielle. Ça serait des choses qui ne seraient pas accessibles pour elles. Donc, l'IA rend déjà accessibles nos solutions. C'est également un facilitateur digital. Choses grâce à l'intelligence artificielle qui ne seraient pas possibles si on vous a une solution de détection de contrefaçon, si on veut surveiller toutes les marketplaces pour voir si on n'a pas été copié. Une personne qui fait ça à temps plein, c'est très chronophage et c'est vraiment contre-productif à l'inverse d'une intelligence artificielle. Donc voilà, l'intelligence artificielle, chez nous, c'est vraiment vu comme un facilitateur digital et ça va nous permettre d'une part de répondre à des problématiques qu'avaient les entreprises textiles et auxquelles il n'y avait pas de solution actuellement parce que ça serait fait par des humains si on voulait trouver une réponse à cette problématique et ça serait donc très chronophage et beaucoup trop coûteux. Et ça permet aussi de rendre les solutions moins coûteuses à l'utilisation. Alors, les solutions qu'on a développées pour le moment, il y en a, allez, on va dire 3 produits, 3 solutions digitales. Le premier package de solutions qui est Lokeo, qui est développé en 3 solutions différentes, Lokeo Protection, Lokeo Détection et Lokeo Défense. C'est une solution pour aider les entreprises textiles à lutter contre la contrefaçon. Donc, avec Lokeo Protection, on leur protège leurs dessins et leur création, leurs travaux de recherche simplement. Grâce à Lokeo Détection, on est capable de faire de la détection de contrefaçon sur Internet. Et Lokeo Défense, c'est un service d'accompagnement lorsqu'une entreprise est victime de contrefaçon. Le catalogue intelligent, c'est une solution de digitalisation des créations dans le but de faciliter l'exploitation de tout le patrimoine créatif d'une entreprise, de faciliter également pour les entreprises textiles la vente de leurs produits, pour les marques le sourcing de produits textiles grâce à l'IA. Donc, on va passer rapidement sur Lokeo Protection. C'est une technologie, là, cette fois-ci, qui utilise la blockchain. Donc, ce n'est pas vraiment le but du webinaire, mais je vais expliquer rapidement aussi, là, parce que ça traduit un petit peu la philosophie de Textilia, ce genre de solution. Donc, les entreprises textiles, elles font beaucoup de créations tous les ans. Un dépôt de dessin et modèle, c'est très coûteux. Hein. C'est plusieurs dizaines d'euros par dépôt. On peut déposer plusieurs fichiers par dépôt, mais ça reste très coûteux pour une entreprise textile et pas adapté à leur mode de fonctionnement. Il y a une autre possibilité de protéger ces dessins, ça va être de les horodater. Le fait d'horodater un document, c'est apporter une date et une heure précise à ce document pour que si un jour on est victime de contrefaçon, on ait une preuve qu'on puisse apporter devant les tribunaux pour prouver que notre création ou nos travaux de recherche avaient été faits à telle date et ça permet de créer une preuve d'antériorité, c'est-à-dire que je serais capable de prouver normalement que j'ai fait ce produit avant le contrefacteur et je pourrais faire valoir par exemple des droits d'auteur dans ce cas-là. Donc nous, on travaille avec la technologie blockchain qui est une technologie qui permet de faire de l'horodatage. Le fait d'utiliser une nouvelle fois la blockchain et donc une nouvelle technologie, ça va nous permettre d'avoir une solution qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Actuellement, une entreprise, elle va
soit découper des échantillons de ces tissus, les envoyer à un huissier pour que lui l'eurodate. Donc, c'est l'huissier qui va faire de l'eurodatage. Soit, comme je l'ai dit, on envoie à l'INPI pour faire un dépôt de dessins et modèles, c'est très coûteux. Soit on utilise la blockchain avec notre solution et c'est simple d'utilisation. Hein. On prend une photo du produit, on l'importe sur notre plateforme. Ça nous crée un certificat qui est une preuve reconnue par les tribunaux. Donc, ça a la même valeur juridique qu'un dépôt chez un huissier ou qu'une enveloppe solo. C'est hyper confidentiel. La technologie blockchain est hyper confidentielle. Elle est peu coûteuse. On divise à peu près par 5 le prix de protection des entreprises textiles pour celles qui se protègent. Et c'est des solutions qui sont, grâce à l'utilisation du digital, automatisables. Donc, l'utilisation de la blockchain, dans notre cas de la protection des dessins, ça rend accessible et ça facilite beaucoup la vie des entreprises textiles lorsqu'elles veulent protéger des innovations ou des créations. Ça, c'est vraiment la philosophie de Textilia, c'est puiser vraiment les valeurs ajoutées de ces nouvelles technologies pour en créer des services aux entreprises textiles. Je ne vais pas vous faire la démonstration de ce produit parce que c'est un drag and drop et une génération de certificats, donc ce n'est pas forcément ce qui est intéressant ici. En termes de tarifs, voilà, je voulais quand même vous montrer que c'est des tarifs qui restent très accessibles pour des entreprises. Pour 599 € hors taxes par an, on est capable de protéger jusqu'à 500 documents. Et pour moins de 1 000 € par an, 999 € hors taxes par an, on propose aux entreprises de protéger un nombre de documents illimités. Donc, ça rend vraiment la protection accessible. Et ça, c'est grâce aux nouvelles technologies et dans notre cas, la blockchain. Bon, ici, on parle d'intelligence artificielle. Donc on va passer sur l'intelligence artificielle. Notre deuxième solution, c'est l'OKO-détection. Et là, on utilise de l'intelligence artificielle pour détecter des contrefaçons sur le web. Alors, comment ça marche? Quand on parle déjà de contrefaçon, nous, on parle de contrefaçon textile. Hein. On ne parle pas d'un t-shirt qui va être copié par un autre. On parle vraiment d'un t-shirt qui va être fabriqué avec un tissu qui a été copié à une autre entreprise. Donc, comment fonctionne la détection de contrefaçon sur le web? Déjà, on récupère tous les dessins textiles, tous les tissus, des images des tissus de nos clients. Donc, ça, c'est des données qu'on va importer sur nos serveurs pour pouvoir vectoriser les images, en extraire des informations. On va choisir les marketplaces qu'on souhaite surveiller. On ne peut pas surveiller Google entièrement parce que ça ferait beaucoup trop de données. Donc, on est obligé pour le moment de cibler les marketplaces qu'on souhaite surveiller. Et notre algorithme va scraper ces sites web, c'est-à-dire qu'il va télécharger toutes les images qui sont sur les marketplaces qu'on aura choisis. Il va ensuite repérer les vêtements sur ces images qu'on aura téléchargées, repérer les motifs sur ces vêtements et comparer ces motifs, ces tissus aux tissus de nos entreprises. Et dans le cas où il y a des similarités qui sont observées entre quelque chose qu'on a vu sur le web et quelque chose qui appartient à une entreprise textile, et notre algorithme va nous le montrer. Et là, ça sera à notre client, à l'utilisateur de valider s'il y a ressemblance ou non et s'il y a une potentielle contrefaçon ou non. Donc, à quoi ça ressemble? Je vais vous faire une petite démonstration pour que ça soit peut-être un petit peu plus parlant. Alors, on est là. On est là. Je vais me mettre sur mon environnement de test. Modifier. Hop. Voilà, donc quand nous, on a une plateforme, on va s'y connecter avec un login et un mot de passe et on aura accès aux solutions digitales pour lesquelles on aura souscrit à un abonnement. Donc, dans notre cas, l'OKO-détection, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a la liste des sites que nous, on a rentrés et qu'on souhaite surveiller. On va avoir, si j'augmente ma sensibilité, en haut, les images qui sont extraites des marketplaces qu'on a choisis. Et en bas, c'est les motifs
que notre logiciel à base d'IA pense ressembler à ces produits issus du web. Donc là, on est sur une première version, c'est même la version de test. Donc l'intelligence artificielle, ça demande d'être entraînée pour fonctionner au mieux. Ça, c'est la plateforme à laquelle l'utilisateur va accéder. Et là, il va devoir dire si entre tous les motifs qui sont présents en bas et les motifs du web, il y a une correspondance avec l'un des motifs ou pas. Typiquement, on pourrait dire avec ce motif, il y a une ressemblance, ou avec celui-ci, il y a une ressemblance, une correspondance ou pas de correspondance. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas forcément de correspondance. Dans ce cas-là, il y a des moments où on peut plus se poser de questions. Là, on n'est pas en train de dire s'il y a de la contrefaçon ou pas. On est juste en train de dire s'il y a de la correspondance entre les produits du web et mes produits ou pas. Une fois que ça, c'est fait, on va aller dans notre onglet correspondance. Et là, une personne peut-être un peu plus commerciale qui saura quel tissu a été vendu à quelle marque, elle sera capable de dire « Ok, ces deux produits, on a vu qu'ils se ressemblaient, mais c'est bien mon tissu parce que c'est mon client. » Ou alors, non, c'est vrai que c'est les deux mêmes produits, mais ce n'est pas moi qui ai vendu ce produit-là, donc c'est une potentielle contrefaçon. Voilà, c'est vraiment un outil qui va permettre de rendre possible la veille en contrefaçon. Les entreprises textiles qui font des tissus vraiment visuels comme ça pour la mode, elles savent qu'elles sont généralement, elles détectent elles-mêmes des cas au moins entre 2 et 3 cas de contrefaçon par an. Mais quand elles détectent des cas de contrefaçon, finalement, c'est un coup de chance parce qu'elles tombent dessus dans un magasin, sur une pub ou sur un salon. Et donc, il n'y a rien qui leur permet vraiment de faire de la veille. Le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle ici et donc de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance d'image, ça permet de rendre accessible cette veille de détection, cette veille de contrefaçon et de rendre possible la détection de contrefaçon beaucoup plus simplement que s'il y avait une personne qui devait vraiment surveiller toutes les boutiques et tous les sites web. Donc là, on est sur une première version. Le but, ce sera aussi de pouvoir ouvrir cette plateforme et regarder d'un côté les marketplaces, mais de pouvoir aussi regarder également sur les réseaux sociaux les données et les produits qui se vendent. Donc ça, c'est pour la solution de protection, de détection des contrefaçons grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, l'IA nous sert vraiment à comparer des images entre elles et à nous les montrer. Donc là, il y a un gain de temps qui est fait grâce à l'IA là-dessus. Voilà, c'est accessible en termes de tarifs avec un abonnement annuel et un prix par nombre de sites qu'on va vouloir surveiller. Donc ça, ce n'est pas forcément très intéressant. Loquéo Défense, c'est ce que je disais, c'est les entreprises qui sont copiées. Généralement, une entreprise textile TPE, PME, elle va être copiée par une marque ou un groupe qui va distribuer son produit de contrefaçon, qui va être beaucoup plus important et qui va avoir beaucoup plus de moyens pour se défendre. Donc actuellement, les entreprises textiles, elles n'ont plus envie de faire appel à des avocats parce que c'est beaucoup trop d'investissement en temps et en argent pour un retour sur investissement qui n'est pas du tout sûr parce que de plus en plus, la contrefaçon n'est pas valorisée du côté des tribunaux et qui est très subjectif en fonction de l'appréciation des tribunaux également. Donc, nous, on propose aux entreprises de céder de la puissance des réseaux sociaux pour accélérer les négociations à l'amiable avec les distributeurs de produits de contrefaçon parce que dans 90% des cas, on ne va pas jusqu'à la délibération d'un juge. Hein, ça se règle toujours par des négociations, majoritairement par des négociations à l'amiable. Et les réseaux sociaux peuvent aider à avoir des leviers pour accélérer ces négociations à l'amiable. On a tous entendu parler, je pense, de balance ta startup, balance ton agency, des bad buzz, on va dire, qui sont présents sur les réseaux. Et ben nous, c'est de s'en inspirer pour faire un peu plus peur aux marques et un peu plus les faire réfléchir lorsqu'elles vont copier quelqu'un et se dire que si j'utilise un produit de contrefaçon, je vais potentiellement être affiché sur les réseaux sociaux, ça va me faire une très mauvaise pub et ça sera beaucoup plus pénalisant pour moi que finalement un procès confidentiel. Donc, nous, on essaye de le tourner quand même un peu intelligemment parce qu'on ne veut pas être dans la dénonciation, mais plus dans la recherche de solutions. Donc, le but, c'est que ce soit quand même du win-win et que l'entreprise textile soit rapidement indemnisée et que le distributeur trouve son compte aussi dans la recherche de négociation. Et enfin, la dernière solution sur laquelle on est en train de travailler, qui va être disponible très rapidement, c'est le catalogue intelligent.
Donc, le catalogue intelligent, c'est vraiment un produit qui veut permettre aux entreprises de rendre exploitable tout leur patrimoine créatif, mieux exploiter toutes ces créations, toutes ces archives, mieux les vendre et aider ses clients à mieux sourcer les produits. Donc, la première chose dont on s'est rendu compte, c'est que les entreprises créent beaucoup. Donc, elles ont beaucoup de créations chez elles, elles vont les archiver plus ou moins bien en fonction des périodes, en fonction des entreprises, etc. Mais même lorsque c'est très bien archivé, c'est très chronophage d'aller consulter ces archives pour s'en réinspirer, pour soit les reproposer à des clients en les refabriquant, soit en reprenant les dessins et en les faisant retravailler par nos designers textiles. Parce qu'il faut ouvrir le bon livre, tomber sur la bonne chose, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces archives. Donc ça, c'est un premier point de douleur qu'on a identifié. Le deuxième, c'est que sur les salons du textile, voici à quoi ça ressemble. Donc, c'est plein de stands de différentes entreprises. Il y a beaucoup de visiteurs qui vont passer par stand tous les jours. Tous ces visiteurs, actuellement, ils vont passer un par un les produits physiques sur les salons, regarder si ça leur plaît ou pas. Ils vont potentiellement interroger un commercial présent sur place. Mais ils vont arriver souvent avec des demandes qui peuvent être soit très précises. Voilà, pour ma nouvelle collection, je recherche un motif avec des fleurs bleues et jaunes sur un fond vert. Soit quelque chose de très abstrait. Voilà, je recherche, hier, on m'a dit, je recherche une fleur agressive. Voilà, il faut savoir traduire à quoi ça ressemble une fleur agressive. Donc, nous, on veut s'aider du digital et de l'intelligence artificielle pour exploiter les archives, toutes les collections des entreprises, que ce soit pour le côté créatif ou pour le côté vente, et s'aider du digital pour mieux sourcer les produits, mieux répondre aux besoins des entreprises et savoir vraiment ce qu'elles recherchent. Donc, il y a une première phase qui est nécessaire au catalogue intelligent, qui est une plateforme de gestion de produits, on va dire, de visualisation et de gestion de produits. La première phase qui est nécessaire, c'est d'être numérisé. Donc, nous, on propose aux entreprises des prestations de numérisation de leurs collections et de leurs archives. Donc, on se déplace chez elles pour numériser la quantité de données qu'elles ont chez elles, mais qui n'est pas encore numérisée. À titre d'exemple, on est en train de numériser 10 000 tissus pour une entreprise. On en a aussi 20 000 qui sont prévus pour une autre. Et on a une autre entreprise qui nous a contactés pour numériser 2 fois 1300 livres. Donc, c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup de données pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, nous, ça, c'est des prestations qu'on propose. On peut numériser donc aussi bien des livres comme on le voit ici. Donc, ici, un livre, c'est une prise de photo. On va prendre chaque page en photo, mais quand je prends une page en photo et que si je prends une page en photo et que je la fournis à une entreprise textile, OK, elle va l'archiver sur son ordinateur, elle va créer des dossiers. Voilà le livre numéro 1, voici ce qu'il y a dedans. Mais pareil, ça sera finalement une autre archive, mais qui sera digitale, mais ça restera une archive, ça ne sera pas exploitable. Donc, la première chose qu'on fait quand on numérise un livre d'archives, voilà les données qu'on a. On a 2 pages. Une page avec potentiellement plusieurs tissus dessus. Donc là, on a créé un logiciel à base d'IA qui va déjà nous rendre exploitable chacun de ces motifs. C'est-à-dire que l'IA va reconnaître sur chacune des pages où est-ce qu'un motif est placé et le convertir en une image. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule image avec 5 motifs dessus, à la fin, j'aurai 5 images et ces images, ce sera un motif par un motif. Donc ça nous permet, l'utilisation de l'IA ici, ça nous permet de le faire tout simplement, parce que si on devait avoir des hommes qui détourraient chacune des pages de nos livres, ça leur prendrait beaucoup trop de temps, ce serait beaucoup trop cher pour les entreprises textiles. Elles ne pourraient pas payer nos services, elles ne pourraient pas payer une personne pour faire ça. Donc là, l'IA, ça permet de l'automatiser. Donc, ce n'est pas vraiment automatique parce qu'il y a quand même une vérification qui est faite. L'intelligence artificielle, ça peut se tromper. Là, c'est des pages qui sont assez propres, mais des fois, si les tissus vont être beaucoup trop proches ou ils vont être l'un sur l'autre, etc., ou être beaucoup trop ressemblants, beaucoup trop petits, l'IA peut se tromper. Donc, il y a quand même une vérification qui est faite, mais on gagne beaucoup de temps grâce à l'IA
pour faire ça. On peut également numériser ce qu'on appelle des rebraques. Donc, c'est une gamme de tissus, un dessin et ses différents coloris. Donc là, c'est fait généralement à la main lors de la numérisation. On prend la photo du rebraque et une photo de chacun des coloris qui est présent sur ce rebraque pour l'archiver et le mettre dans notre catalogue intelligent. Donc là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. On pourrait utiliser ce qu'on utilisait tout à l'heure. Hein. Il pourrait reconnaître chacun des coloris. On a choisi de ne pas le faire parce que comme on le voit ici, donc là, c'est un rebraque qui est plutôt propre. Les motifs sont assez grands. Ils se superposent, mais ils sont assez grands. On pourrait détourer uniquement un rectangle sur le coloris du milieu, par exemple. On en verrait assez pour se rendre compte du dessin. Mais parfois, ils vont être beaucoup trop proches. Et finalement, si on ne prend qu'une seule photo, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va avoir quand même besoin de faire de la manutention pour prendre les motifs entièrement. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas le faire avec de l'IA. Et là, voilà, on numérise aussi un textile seul. C'est un autre support de numérisation qu'on peut réaliser. Donc ensuite, le catalogue intelligent, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et comment l'intelligence artificielle nous permet de rendre exploitables toutes ces collections. On a déjà vu qu'il y a une première exploitation, c'était de pouvoir numériser et extraire les données numérisées. Maintenant, il faut qu'on puisse les caractériser, ces images, pour pouvoir rechercher dans cette base de données, rendre la base de données exploitable. Alors, on va retourner ici. Hop. Modifier, OK, modifier. Hop, donc, je retourne sur mon interface. Donc, je me connecte cette fois-ci à mon catalogue intelligent comme si j'étais une entreprise textile. Et là, je vais retrouver un petit peu mon interface sur laquelle je vais pouvoir visualiser mes produits. Cette interface, elle est dotée de plusieurs outils de recherche. On a déjà une recherche textuelle. Donc là, on va pouvoir taper des mots-clés et rechercher dans notre base de données à partir de mots-clés. Mais vous vous souvenez, je n'ai jamais parlé d'annotation d'image. C'est-à-dire que moi, nos équipes, nos techniciens de numérisation, ils vont faire que prendre des photos et extraire les dessins de ces photos, mais à aucun moment, ils vont annoter les images. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va prendre en photo un tissu et dire « Ok, là, il y a des fleurs, là, il y a des carreaux, etc. » C'est ce qu'on appelle de l'annotation. Alors, pourquoi nous, il n'y a personne qui fait ça? D'une part, parce que, encore une fois, ça prendrait beaucoup trop de temps et ça serait trop coûteux pour les entreprises. Et d'autre part, parce que le fait d'ajouter ces annotations, ces tags aux images, ça restreint beaucoup les recherches. Parce que par image, allez, on va mettre 4-5 tags, fleurs, contemporain, tropical, on va mettre quelques couleurs, etc. Mais finalement, ce sera les seuls moyens de rechercher sur cette image, ça sera d'écrire un de ces 5 tags. D'autant plus que ces tags, ça sera fait forcément par un humain, si on le fait faire par un humain, forcément, et ça sera très subjectif à l'humain. 2 humains ne vont pas taguer les images de la même façon. Même si on leur donne des règles, peu importe, ça sera toujours des annotations qui vont être différentes. Donc, nous, on utilise l'intelligence artificielle, non pas pour annoter les images, il n'y a pas de tags qui sont ajoutés par de l'intelligence artificielle, mais on a des algorithmes de recherche qui sont à base d'intelligence artificielle et qui vont être capables d'effectuer un tri dans ces images. En fait, nos images, elles sont téléchargées sur la plateforme. Lorsqu'elles sont téléchargées, on extrait les vecteurs de ces images et on va ensuite les comparer à… Nos algorithmes vont les comparer à d'autres sources d'entraînement, d'autres données qui ont déjà été annotées pour être capable de trier dans ces images et de faire des recherches. Donc là, si je tape, par exemple, en haut, je vais pouvoir taper fleurs, ça va me montrer des fleurs, mais je vais pouvoir faire des recherches beaucoup plus précises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une fleur bleue et verte sur un fond jaune. Je peux lui demander un motif avec un chat. Voilà, c'est plein de… On rend vraiment beaucoup plus précis et en même temps beaucoup plus large la recherche dans nos bases de données grâce à l'intelligence artificielle. On a aussi la possibilité de rechercher à partir d'une autre image dans notre base de données. C'est-à-dire qu'on va importer une image, ça va nous sortir les produits similaires dans notre base de données à cette image qu'on aura importée. Ça, c'est hyper smart pour les entreprises textiles parce que les demandes de leurs clients, c'est, allez, 70% du temps, ils arrivent avec une image, leur dire est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait ressembler à ça ou qui pourrait coller à cette tendance?
Bah là, actuellement, comment ça marche? Il faut que les entreprises textiles, les personnes chez elles se rappellent des dessins. On va interroger des designers, on va interroger des commerciaux, mais ça va être très compliqué de s'y retrouver, de retrouver des produits pertinents par rapport à ces demandes. Là, on importe le fichier dans notre base de données. L'intelligence artificielle compare cette image à toutes nos images de la base de données et ça nous sort les produits qui semblent le plus correspondre à cette image. Cette plateforme, elle est aussi dotée de plein de fonctionnalités, c'est-à-dire que voilà, si je regarde ce motif, je sais qu'il est extrait, normalement, il est extrait d'une base d'archives, donc il est extrait d'un rebrac. Donc là, j'ai la visualisation du motif parce qu'on a eu une extraction du motif, mais je peux aussi, si je veux ouvrir le rebrac, là, ça va me donner les différents coloris qui sont dedans. Je vais avoir aussi des informations techniques sur mon produit. Ce rebrac, donc que ce soit cette image ou que ce soit par exemple ce motif, un petit peu comme sur Pinterest, je peux l'ajouter à ma sélection. Donc, je l'ajoute à une sélection. Je peux créer des nouvelles sélections autant que je veux. Je peux télécharger aussi le motif si je veux l'archiver sur mon ordinateur ou si je veux le voir en plus grand, par exemple. Et je peux le partager. De la même chose, ma sélection, je peux la partager. C'est-à-dire que si je suis avec un client, on est en train de parcourir le catalogue intelligent, voilà, il va me dire il va se créer son panier et ensuite ce panier, je vais lui envoyer par mail, c'est-à-dire que je vais lui envoyer un lien et il pourra télécharger la sélection qu'on a fait ensemble. Je peux aussi envoyer cette sélection à mes collègues. Je travaille avec des collègues commerciaux, on a un client en commun. Je vais lui envoyer, voilà, j'ai proposé cette sélection à mon client qui habille. N'hésite pas à le relancer dessus ou si tu as d'autres idées pour compléter la sélection, n'hésite pas. C'est un outil, ça peut être aussi un outil collaboratif. Ça, c'est vraiment la première version de notre produit catalogue intelligent. La deuxième version, c'est pour faciliter la vente. Encore plus faciliter la vente, c'est que les entreprises qui utilisent ce catalogue intelligent puissent ouvrir des accès à leurs clients. Donc là, il faut que ce soit sécurisé, il faut qu'ils soient capables de vérifier qui demande l'accès à leur catalogue parce que leur création, c'est vraiment leur avantage concurrentiel aux entreprises textiles. Mais le fait de pouvoir ouvrir leur accès au catalogue intelligent, donc à toute leur création, et de montrer, elles pourront pour avoir un permissioning qui sera mis en place pour qu'elles choisissent uniquement ce qu'elles souhaitent montrer. Par exemple, si toutes mes archives avant 1950, je n'ai pas envie que l'entreprise, mes clients les voient. Donc, je vais leur choisir de leur montrer que ma collection été 2024, par exemple. Et là, les entreprises pourront s'y connecter, faire des mêmes recherches à partir de textes, à partir d'images. Et l'entreprise textile, elle pourra avoir un monitoring de tout ce qui a été fait sur sa plateforme. Elle saura son client sur la saison printemps, il a recherché beaucoup de fleurs bleues. Donc, ça va un petit peu lui faire du conseil pour ces designers où ils se disent voilà, mes clients recherchent beaucoup de fleurs bleues en ce moment. Il y a peut-être une tendance à creuser et développer des nouveaux motifs dans ce sens-là. Et ça peut être aussi une source d'échange et de préparation au salon. Si je suis une entreprise, quand je prenais l'exemple tout à l'heure, Kiabi, je sais que je vais aller sur les salons textiles pour trouver des tissus pour développer mes nouveaux bodys pour enfants. Je sais que je vais aller chez cette entreprise, mais pour gagner du temps, je vais d'abord consulter son catalogue intelligent. Je vais me créer une sélection et comme ça, quand j'arriverai sur le stand, je saurai déjà quels produits peuvent m'intéresser et je pourrais échanger avec les commerciaux pour qu'ils me préparent une petite sélection de produits en amont. Donc ça, c'est la deuxième version du catalogue intelligent qui est en développement chez nous. Et la troisième version, ça sera d'intégrer des nouvelles technologies d'intelligence artificielle. Typiquement, si je prends ce produit-là, ça serait d'utiliser de l'intelligence artificielle. Alors, je vais recontextualiser un petit peu. Kiabi, qui va voir une entreprise textile, elle va peut-être apprécier ce motif, mais elles vont souvent faire des requêtes de modification du motif. Là, j'aimerais bien un tissu avec ce dessin-là, il me plaît bien, mais est-ce que la fleur verte peut être un peu plus grosse, par exemple? Ou est-ce que la fleur bleue, le bleu peut être un peu plus foncé? Donc ça demande du travail auprès des designers, etc., des échanges, des allers-retours, etc. Et on souhaiterait développer des algorithmes qui permettent justement
de générer des modifications sur les designs des entreprises textiles un petit peu à la demande des clients. Donc là, ça serait vraiment des nouveaux algorithmes. C'est plus de la recherche visuelle ou textuelle, mais c'est vraiment de la génération d'images comme ce qui est en train d'arriver avec ChatGPT dans le texte ou avec DALL-E sur la génération d'images pour pouvoir proposer des choses et être adaptable rapidement sur les produits. Voilà pour ce qui est du catalogue intelligent. Je pense qu'on a fait le tour sur le catalogue intelligent. Donc voilà, c'est ce que je mettais, une V1, une V2, une V3. Voilà, en termes de tarification aussi, c'est des abonnements annuels hein, qu'on propose dans les solutions. C'est des choses un peu standards avec un abonnement qui va dépendre d'un nombre d'images, d'un nombre d'utilisateurs. Les coûts sur ces solutions, hein, faire tourner des solutions à base d'intelligence artificielle, c'est faire tourner des serveurs, donc c'est des coûts pour nous. Stocker des images, c'est utiliser également des serveurs pour stocker ces images, donc c'est des coûts aussi. C'est pour ça que ça va dépendre de là-dessus aussi. Et à chaque fois qu'on va faire des requêtes, ça va être des coûts. Donc nous, on se base là-dessus pour établir nos tarifs tout en ayant en tête que c'est des solutions qui doivent être accessibles pour l'ensemble des entreprises textiles. Donc là, c'est ce que je vous présente. On travaille aussi avec des designers freelance pour adapter ces produits à leur utilisation, par exemple. Voilà, j'ai fini, moi, la présentation, en tout cas, des solutions de Textilia. J'ai essayé de vous retranscrire un petit peu pourquoi on utilise de l'intelligence artificielle au sein de la filière textile pour vous montrer vraiment la valeur ajoutée que peuvent avoir ces technologies. J'espère que j'ai bien fait passer le message, que vous avez à peu près compris la philosophie de Textilia. Il y aura sûrement des réponses, donc des questions. Et s'il y a des questions, il y aura des réponses. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Roby. Effectivement, je pense qu'on a bien compris les messages clés autour de la réduction des coûts, l'augmentation l'enrichissement quelque part des possibles liés à l'IA, c'est-à-dire que des tâches qui n'étaient pas accessibles à l'humain sans l'intelligence artificielle. Et puis effectivement, un message subliminal autour il y a une vraie complémentarité entre l'IA et l'humain. Là, on n'est pas sur des intelligences artificielles qui remplacent des humains, mais qui enrichissent leurs tâches. Il n'y a pas de questions dans la zone dédiée, donc j'invite les participants en entrée, évidemment. Moi, j'avais des questions en termes de… donc, Textilia, effectivement, n'est pas une boîte d'intelligence artificielle, donc vous avez certainement certaines compétences. Enfin, j'avais une question sur justement l'acquisition de la compétence intelligence artificielle. Est-ce que c'est une compétence en interne? Est-ce que vous êtes appuyé sur des labos, des entreprises de services numériques, sans forcément les citer d'ailleurs? Ouais, donc nous, on a fait le choix parcours là-dessus. Ouais. Nous, on a fait le choix de ne pas internaliser le développement de notre solution parce qu'on n'y voyait pas d'avantage. On sait qu'il y a des experts qui existent, donc soit des labos, soit des entreprises en conseil numérique ou en développement de logiciels. Donc nous, on s'appuie sur cette entreprise, sur des experts pour développer nos solutions. Moi, en interne, donc je pilote en fait, je vais faire le lien entre le besoin des entreprises et les solutions qui vont être proposées informatiquement. Donc, j'interviens sur le cahier des charges. Après, à notre prestataire d'utiliser les algorithmes qu'il souhaite. On échange aussi parce que le textile, ça peut être aussi particulier. Les algorithmes, l'intelligence artificielle, ça demande à être entraîné. Donc, mes prestataires, eux, ils vont sourcer peut-être des fois des produits sur étagère pour faire de la reconnaissance visuelle qui peut être utilisé. Par contre, moi, je vais lui fournir des données pour entraîner cet algorithme et pour développer une solution qui va répondre vraiment aux besoins des entreprises textiles. Ok, merci. Je vois une question qui vient de tomber sur l'interface. Donc, je ne sais pas si tu la vois, mais je la lis pour tout le monde. Donc, vos clients de l'IA sont-ils à l'aise avec l'intelligence artificielle en termes de, effectivement, est-ce qu'il y a des craintes, un sentiment de manque de contrôle? Voilà. Alors, nous, la crainte, ça serait presque plus le digital parce que, comme je le disais, les entreprises textiles, leur dessin, c'est vraiment leur avantage concurrentiel, c'est les produits qu'ils vont vendre. Donc, elles ont beaucoup peur de se faire copier et de se faire voler ces dessins, d'où notre outil de détection de contrefaçon. Donc, nous, on les rassure en leur disant que toutes leurs données sont stockées sur des serveurs qui vont être très sécurisés. En effet, il y a des fois des questions où oui, mais vous êtes en train de voler le métier de mes designers, etc. Donc, on leur réexplique bien que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais des humains. Il y aura toujours besoin d'avoir un contrôle et d'avoir un œil humain pour pouvoir interpréter des résultats
de l'IA. Et même nous, notre communication auprès de nos clients, on valorise beaucoup plus la réponse à des problématiques que l'utilisation de l'intelligence artificielle. On leur dit, on va rendre exploitable vos archives. On ne va pas leur dire, on va utiliser de l'intelligence artificielle sur vos archives, quoi. Donc, l'intelligence artificielle, c'est juste une techno qui permet de répondre à leurs problématiques. Je pense que les inquiétudes de vos clients vont grandir si vous allez sur le côté IA générative, où là, effectivement, un designer pourra peut-être se sentir menacé et puis vont peut-être se poser des problématiques juridiques, à savoir, est-ce que c'est vraiment la propriété de l'entreprise qui a utilisé l'IA Ouais. générative ou est-ce que c'est voilà, ou est-ce que c'est la Ouais, bien propriété sûr, ça, de les quelqu'un d'autre, questions. le quelqu'un d'autre étant à définir. Ouais, bien sûr. Une autre question dans l'interface, là, avez-vous des business cases pardon, qui font la démo des bénéfices de vos clients? Donc, l'idée, c'est de peut-être quantifier le bénéfice. Bah déjà, le bénéfice, il est déjà quantifié par le fait de le rendre réalisable. Ce que je disais, les archives des entreprises, toutes les numériser, toutes les annoter, c'est pas faisable. Donc là, l'intelligence artificielle, déjà, c'est de le rendre faisable. Après, si on veut prendre un estimatif, par exemple, sur l'extraction de motifs, sur un livre où ça se passe bien, nous, on va le faire en 10 minutes. On va passer 100 pages juste en les contrôlant. Si on devait faire chacune de ces pages, on passerait au moins 1 heure pour le faire. Donc, on divise par 6, voire par 10, le temps homme en utilisant de l'intelligence artificielle. Et sur la détection de contrefaçon, par exemple, bon, j'imagine que des contrefaçons, effectivement, ça existe en grand nombre et particulièrement dans le textile. Votre solution, elle a permis, vous avez déjà des retours sur le nombre de détections que vous avez pu lever? Pour l'instant, on n'en a pas parce que la solution, on la lance là, quoi. Courant mars, on est en train de la lancer. Donc, mais on imagine en effet qu'on aura beaucoup plus de cas de contrefaçon qui seront détectés grâce à un outil de veille plutôt que grâce à la chance des gens de tomber sur des cas de contrefaçon. Ouais, après, la vraie question sur la contrefaçon, ça va être de voir s'il y a quelque chose à faire contre, quoi, enfin à résoudre. Parce que j'imagine, sans connaître bien l'industrie textile, que c'est peut-être dans des géographies difficiles, type Asie, etc. Oui, alors après, on attaque toujours les distributeurs du pays. On ne va pas attaquer l'entreprise qui a créé le tissu de contrefaçon. On va attaquer le distributeur qui va pouvoir ensuite se retourner vers son fournisseur. Ok, très bien. Mais ça reste compliqué, hein. Oui, j'imagine. Mais c'est déjà bien de détecter parce que c'est un premier pas à la détection. Ok. Exactement. Une autre question. Est-ce que vous contribuez au marché de seconde main qui se développe? Alors, on a été interrogé, on ne travaille pas encore dessus, mais on a été interrogé pour des solutions de ce type. Notamment, il y a une marque qui voudrait être capable de racheter des produits qu'elle a vendus à ses clients. C'est-à-dire que, je prends un exemple, je suis H&M. Voilà, j'achète un t-shirt chez H&M cette année. L'année prochaine, je ne veux plus le mettre. Je serai capable de le revendre. Et là, le but de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir prendre en photo le produit de seconde main, donc qui serait revendu à H&M, que H&M rachèterait et que H&M serait capable de retrouver tout de suite la référence de ce produit, son coloris, voilà, retrouver sa référence tout de suite. D'accord. Donc, ça peut être un outil pour contribuer au marché de la seconde main. Et est-ce qu'au-delà de ce traitement de l'image basé sur le produit, est-ce qu'il n'y a pas l'IA pourrait pas aider à modéliser les comportements des consommateurs en se disant je me lasse d'une chemise ou d'un pantalon au bout de 3 mois et donc si j'ai une petite sollicitation d'H&M pour le remarketer quelque part, ça va peut-être m'inciter aussi. Je ne sais pas s'il y a des choses à chercher. Peut-être. Alors, déjà, il y a beaucoup de choses sur les tendances avec l'IA. Grâce à l'IA, maintenant, on est capable d'analyser le comportement des consommateurs et de conseiller les entreprises sur leur vente ou sur leur bureau de style. Donc, ça, ce n'est pas des choses qu'on fait, mais on connaît des gens qui le font très bien. Donc, voilà. Donc, ça existe, mais nous, on ne le fait pas encore. Et peut-être dernière question avant que l'heure tourne, désolé pour ça. Est-ce que vous avez besoin de capteurs spécifiques ou est-ce que c'est des photos smartphone ou appareils photo numériques traditionnels? Non, on réduit même la
la résolution des images pour qu'elles soient moins lourdes à stocker, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des images en très grande qualité pour être capable de les visualiser correctement avec de l'IA, de les utiliser correctement. Ok. Des photos, c'est des JPEG, et une photo d'image, c'est entre 1 et 5 MO, quoi, maximum. Ouais. Toutes celles qui font plus de 5 MO, on les redimensionne pour Pour les pas que réduire. pour les réduire, pour pas qu'il y ait des coûts de stockage trop importants. Très bien. On arrive à en buter. On avait dit, je crois qu'on finissait à 13h45. On est pile sur le timing. Nickel. Donc, il nous reste à beaucoup te remercier, Roby. Avec plaisir. La vidéo sera diffusée, sera mise en ligne sur les chaînes de Miaille les chaînes YouTube de Miaille et de Minalogic. Tu pourras également les réutiliser. Évidemment, elles sont libres de droit, hein, donc pour ta propre promotion. Donc voilà. Ok, moi en merci tout cas, beaucoup. il y a mes contacts aussi. Si dans le chat ou dans les personnes qui visualisent le replay, elles ont des questions, mon adresse mail s'affiche, donc n'hésitez pas. Effectivement, tu fais bien de le mentionner, donc tu restes à la disposition de tout le monde pour en savoir plus, soit sur la techno, soit effectivement sur les produits. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, bon week-end et bonne fin de journée. À bientôt, au revoir. Bonne Au journée à tout revoir. le monde.